On était 16 gros bateaux, 16 ou 18 gros bateaux, et à l'arrivée, on est tout seul maintenant. Et on n'est pas sauvé parce que c'est dur, hein. La pêche est dure aussi. Hein. Mais bon, il y a eu l'ouverture de l'anchois, mais maintenant le marché est cassé, donc il faut refaire le marché et tout. Il faut tout recommencer. Et les conserveurs, pour pouvoir eux-mêmes faire tourner leur entreprise, ont été obligés de s'approvisionner ailleurs. Et maintenant, ils ont des contrats, j'imagine, des contrats d'abonnement avec d'autres fournisseurs d'anchois, qui n'est pas le même. Et pour le coup, maintenant, la difficulté, maintenant que l'anchois est de retour en stock, en biomasse, c'est de reconquérir des marchés qui ont été perdus pendant trop longtemps. Est-ce que les usiniers seront d'accord pour revenir en arrière? Parce qu'ils ont trouvé une belle manne avec l'Amérique du Sud et tout ça. Parce que c'est de l'anchois qui arrive fileté, j'ai pu comprendre. C'est ce que j'ai entendu ça, ça a été constaté dans les usines. Donc on m'a dit que d'ailleurs les usines espagnoles étaient désertées de 30 voire 40% si ce n'est pas la moitié. Et pour eux c'est extrêmement intéressant d'acheter l'anchois en Amérique du Sud, étant donné que ça leur fait forcément une économie de main-d'œuvre pour fileter notre anchois du golfe de Gascogne. Et à mon avis, ils ont gagné un certain confort financièrement. Et je ne suis pas sûr qu'ils vont se dévier de ces routes-là. D'abord, c'est pas la même espèce. C'est pas la même espèce. Génétiquement, c'est pas la même espèce. Et l'anchois du Pérou devient très vite farineux, quoi. Donc dès que tu le mets dans le sel, ça devient farineux. Et on avait fait des expériences avec des différents gros sels, si c'était en couche ou pas en couche, si c'était vidé ou pas vidé, etc. Et avec des enzymes aussi, parce qu'il y avait des usines qui avaient lancé des systèmes de conservation au sel, pareil, mais avec des enzymes pour enchouater plus rapidement. Et on voyait bien la différence. Donc il y a des différences de qualité. Et l'anchois du golfe de Gascogne, qui est en Grodis grassicolus, qui est vraiment une espèce bien particulière, était largement supérieur. Maintenant, le 8 février, on était à Saint-Jean-de-Luz avec les Espagnols pour valoriser au mieux l'anchois du golfe de Gascogne, un espèce de label, mais commun. Mais bien sûr, tout dépend là. Nous, on dépend à 90% des Espagnols. À 90% de ma pêche va en Espagne. Bien sûr qu'on est dépendant d'Espagne. Les Français, Montréal, ne mangent pas de poisson. Chez nous, on mange du beefsteak, là-bas, ils mangent du poisson. De toute façon, on le voit quand on va en Espagne, il y a des tapas, des bars à tapas partout. Voilà, c'est clair. Focalisés sur l'ennemi français qui, pensait-il, les empêchait de pêcher en rond dans le golfe de Gascogne, les Espagnols ont mis eux aussi beaucoup de temps à changer leurs pratiques. Je fais ça depuis que je suis tout petit. Je passe ma vie sur ce bateau. J'ai quitté le lycée au bout de 2 ans pour aller en mer. Et dès que j'avais des vacances, c'était toujours la mer, la mer, la mer. Mais dans notre famille, c'est une tradition. Il y a eu mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, mon oncle, et maintenant c'est mon cousin et moi. Et nos enfants, ce sera pareil. Mais vu la situation aujourd'hui, je pense que ce sera encore plus difficile. Il y a de moins en moins de gens qui veulent aller en mer. Pêcher, c'est devenu de plus en plus compliqué. Avec les quotas, on nous laisse pêcher très peu. Le gasoil monte, les prix du poisson baissent, ça décourage. On nous dit qu'il n'y a plus de poissons. J'ai pas l'impression que ce soit vrai. Il y a de moins en moins de bateaux, ça oui. Dans le port, il y a encore 10 ans, il y avait une trentaine de bateaux. Aujourd'hui, il en reste 18. Je crois que ça dépend plus des politiques que de nous. Mais ils sont très loin de la mer. Et je crois que depuis leur bureau, ils voient pas très bien ce qui se passe. C'est comme les fruits, la pêche, il y a des saisons. Quand on pêche le merlu ou le maquereau, on constate qu'il y en a plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais le problème, c'est qu'on ne laisse pas pêcher. Pas pêcher sans retenue, non, mais avec des contrôles. Mais on nous laisse rien.
150 kilos de merlu à la semaine, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? À 3 euros le kilo, ça fait 450 euros. Qu'on m'explique comment on peut faire en payant les charges, la sécurité sociale, les appâts qu'il faut acheter. Mais dites-moi comment on fait. Il y a 2 ans, beaucoup de bateaux ont eu recours à des marins étrangers. Des Sénégalais, des Péruviens, même des Chiliens. Mais aujourd'hui, les Espagnols reviennent, parce qu'il n'y a plus d'argent à terre. Et maintenant, il y a trop de monde pour aller en mer. C'est là qu'on voit les effets de la crise. Sinon, les gens ne reviendraient pas en mer. Nous, on fait une pêche artisanale. Contrairement à la pêche industrielle, nous, c'est pour vivre, c'est pas pour devenir riche. J'imagine que les Français ont les mêmes problèmes que nous. Car la politique européenne, c'est la même pour tout le monde. Si c'est pas pareil, ça doit être ressemblant. Ironie de l'histoire, cette année 2011, le retour en masse de l'anchois juvénile dans le golfe de Gascogne fait le bonheur du thon, qui, rassasié et pas dupe, ne mord plus à l'hameçon. Une saison de pêche catastrophique pour les thoniers espagnols. Avec un humour certain, la nature est là pour nous rappeler qu'on ne maîtrise pas tout. Eux, les politiques, ils ont d'autres éléments dans leur, dans leur environnement. Ils ont le social, ils ont l'économique, ils ont l'agriculture. La pêche, c'est rien dans l'économie européenne. C'est pas grand-chose, comparé à l'agriculture, par exemple, ou à l'industrie. Donc, ils ont tous ces éléments-là. Ils ne veulent pas non plus avoir des manifestations dans la rue. Et voilà. Donc, je comprends que ce soit difficile de prendre des décisions. À Bruxelles, où tout se joue, une réforme colossale de la pêche se prépare. Le premier volet de la réforme est un vœu pieux. Arriver au rendement maximum durable. Un peu comme si l'on pêchait uniquement les intérêts sans toucher au capital poisson. Mais la date butoir de 2015 fait débat et annonce encore de la casse chez les marins du littoral. Et ce sont eux qu'André Guéguin et Jacques Pichon de l'organisation Pêcheurs de Bretagne viennent défendre à Bruxelles. Un autre volet de la réforme, c'est le zéro rejet, qui leur imposerait de revenir à quai avec les poissons qu'ils rejettent d'habitude en mer. Des poissons destinés, pour les fonctionnaires européens, à faire de la farine. Mais la filière n'existe pas en France. Cerise sur le gâteau, le zéro rejet impliquerait des caméras embarquées pour surveiller les faits et gestes des marins. Donc là, on a des représentants de pêcheurs de tous les pays de l'Europe. Et l'objet de la réunion, c'est de discuter sur le projet que la Commission vient de produire sur la future politique commune de la pêche. On essaye de voir si on a une position commune entre les différents pays représentés ici pour proposer un avis à la Commission européenne et au Parlement européen
sur la proposition qui est faite. Ce que je veux, c'est que ça soit clair. On s'oppose au texte tel qu'il est rédigé en ce qui concerne les transferts. L'Espagne, les OP que je représente, s'opposent à ce texte. Et là, on ne parle même pas encore des concessions de pêche internationales. Je connais le point de vue espagnol. Celui-là n'a pas changé, mais je crois également que ce n'est pas un point actif dont nous pouvons parler maintenant. Nous devons aujourd'hui parler. I think that nowadays it's very, very difficult for our fishermen to have a good life. Je sais qu'aujourd'hui, la vie est très difficile pour nos marins-pêcheurs. Je le sais parfaitement. Je suis née sur une île, j'y connais les pêcheurs et j'ai visité le littoral européen. Donc, qu'est-ce qui a changé ces 10 dernières années? Ce qui s'est passé, c'est que nous avons réalisé que nous ne pouvions plus pêcher de manière irresponsable. Nous avions l'illusion autrefois que le poisson en mer serait toujours en abondance naturellement, quoi qu'il arrive, et que nous n'avions qu'à le capturer. Maintenant, tout le monde s'aperçoit que ce n'est pas si simple. De nombreux stocks disparaissent. Je dois reconnaître que dans le passé, tout se décidait à Bruxelles. Je devais décider moi-même de la grosseur des mailles des filets de pêche, en Écosse par exemple. J'étais décisionnaire de tout, et ça c'était pas bien. Donc nous devons trouver une nouvelle méthode pour prendre les bonnes décisions et définir les bons objectifs. Et ces objectifs sont par exemple fixer un taux de capture maximal afin de préserver la survie des stocks pour le futur. Et ces règles, c'est au gouvernement et aux autorités régionales de les mettre en place. Ce qu'ici la commissaire ne dit pas, ce sont les moyens préconisés pour atteindre ce rendement maximum durable. La mise en place des quotas individuels transférables, les QIT. Chaque bateau, chaque patron pêcheur se verrait attribuer un quota de poissons, une sorte de droit à pêcher, mais des droits qui seraient transférables, c'est-à-dire vendables. Très vite, il y aura une bourse au quota, et très vite, les gros armements et la pêche industrielle rafleront la mise. Des mesures libérales qui font bondir les marins-pêcheurs et les politiciens français de tous bords. Le problème, c'est qu'on est confronté à des gens qui ne connaissent pas le milieu de la pêche, qui ne connaissent pas les métiers de la pêche. Moi, j'ai la prétention de les connaître un peu, pour l'avoir fait un peu quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant. Je sais ce que c'est qu'un bateau de pêche, je sais ce que c'est qu'un chalut, je sais ce que c'est qu'une fune, je sais ce que c'est qu'un panneau, je sais ce que c'est qu'une corde, je sais ce que c'est qu'un filet. Mais malheureusement, oui, c'est vrai qu'on n'est pas tous à ce niveau de connaissance. C'est clair qu'à Bruxelles, il y a un lobby environnementaliste extrêmement important. Alors encore une fois, moi c'est pareil, je considère que ce sont des organisations non gouvernementales qui ont tout leur sens et tout leur intérêt pour nous alerter, pour nous dire attention, faire ci, faire ça. Mais là, ils dépassent évidemment très largement leurs prérogatives en influençant de manière vraiment négative la Commission européenne et en tous les cas la commissaire. Enfin moi c'est ce que je ressens en tous les cas de la réforme telle qu'elle nous est proposée. Cela étant, nous sommes maintenant sous le régime de la codécision au Parlement européen. C'est plus la Commission qui décide. Ça, c'est fini, ça. La Commission, elle propose maintenant, depuis la ratification du traité de Lisbonne. Et c'est le Parlement et le Conseil qui disposent et qui décident. Donc on est en train de travailler sur cette réforme. Et donc, on ne va pas la laisser passer en l'état. J'ai vu déjà 14 de mes collègues en bilatéral, entre mardi et mercredi, un par un, pour les convaincre de ne pas mettre en place les CPT, de ne pas accepter le zéro rejet comme ça, c'est impossible, et ne pas accepter le RMD 2015. Donc, moi je leur dis plusieurs choses. Je leur dis d'abord, c'est pas une réforme pour la pêche,
c'est une réforme contre la pêche. Et quand on parle de surcapacité, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, il n'y a pas de définition à surcapacité. D'accord? Ça ne veut rien dire. Qu'on me parle d'efforts de pêche, oui, je veux bien en entendre parler. Je suis d'accord. Mais pas de surcapacité, ça ne veut rien dire. En tout cas, pas de façon générale. Mais alors, où la réforme passe telle que l'a proposée la commissaire Damanaki, et tu peux dire au revoir à tout ce que tu regardes là, je ne suis pas pessimiste, hein. À peine. Où on arrive à la bloquer et à l'amender totalement, en clair à la virer d'ailleurs, la réforme, hein. Faut pas rêver, hein. Et on va continuer à avoir une pêche qui continue à travailler, à produire, tout en préservant la ressource, parce que c'est quand même notre souci à tous, hein. En fait, la position des environnementalistes est beaucoup plus mitigée. S'ils ont salué la volonté de mettre en avant l'écologie dans la nouvelle politique commune des pêches, ils n'en dénoncent pas moins les mesures proposées par cette même commission. On continue d'insister sur le caractère catastrophique de l'état de la ressource, ce qui correspond partiellement à la réalité, mais il faut absolument insister sur cet état catastrophique pour faire passer en fait une approche profondément libérale qui vise à privatiser en fait l'accès à la ressource. Dans un premier temps, on va distribuer des quotas en fonction des antériorités de pêche, mais comme on va abaisser en même temps les TAC, c'est-à-dire les totaux admissibles de capture, beaucoup de bateaux n'auront pas de quotas suffisants pour aller pêcher. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre ou louer leurs quotas à ceux qui vont rester. C'est une logique financière et boursière, c'est pas la logique de faire vivre une entreprise, de faire vivre un équipage. Non, c'est dégager le maximum de profit. Moi, je dis que en fait, c'est pas le rendement maximum durable qui est recherché, c'est le profit maximum durable pour quelques-uns. Mais là encore, l'Espagne est le seul pays d'Europe à défendre ce système qui lui permettrait d'acheter chez ses voisins des droits pour sa flotte excédentaire. Et si le champ de bataille s'est déplacé à Bruxelles, la paix du Golfe n'est pas encore signée. Pourtant, de part et d'autre, de gros efforts ont été consentis. Alors, qu'en est-il des poissons du Golfe ? La question de savoir s'il y a des espèces en danger ou pas, ça me gêne toujours de répondre à ça, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de risque d'extinction d'espèces comme on peut l'avoir sur le panda de Chine ou le rhinocéros blanc, c'est toujours difficile à dire. C'est plutôt une question d'exploitation durable. Est-ce qu'il y a suffisamment de poissons pour permettre une activité de pêche de manière durable? Est-ce qu'aujourd'hui on peut continuer à pêcher? Est-ce que demain on pourra continuer à pêcher? Ça, c'est vraiment la question. Globalement, l'image que je donnerais du golfe de Gascogne, c'est qu'on n'est pas encore vraiment à l'objectif de la politique commune des pêches du futur, mais en tout cas, on s'en rapproche, on est dans la bonne direction. Voilà. Enfin une bonne nouvelle de la part des scientifiques. Signe que les efforts des pêcheurs des deux bords n'ont pas été vains et les encourage à utiliser à l'avenir des engins plus sélectifs, des bateaux moins gourmands. Mais comment peut-on mettre en place des mesures de gestion des ressources sans considérer la question des marchés? Il est difficile de mobiliser les pêcheurs s'il n'y a aucun avantage économique. Au pire, si la bonne gestion du stock mène à un effondrement des prix face à la concurrence des importations. Poisson parce que le merlu, même nous on en pêche, on est filé à l'autre. On peut me dire, t'as vu le maillage que c'est, on en pêche le merlu. Il y en a plein quoi. Ça en est plein, il y en a trop même parce que tu vois rien. Quand il y en a trop d'apports, ben, tu le vends pas cher quoi. Tu le vends trop enfin rien. Hein. C'est les matelots qui se font rares, c'est pas le poisson, c'est les matelots. Difficile de trouver des matelots, puis des bons matelots. Des bons matelots. Faut les attirer quoi. Mais comment? Le matelot, ouais, il gagne plus que le maçon. Ouais, ouais, ouais. On fait des bons salaires, quoi. Mais tu travailles plus aussi, hein, quand t'es en mer. Tu travailles quand tu vas bien, quand t'es venu, t'as vu le boulot qu'on fait, t'as 30 nœuds, 40 nœuds, faut quand même bosser, quoi. C'est plus fatigant que de pêcher. Hein. Pêcher du poisson avec du beau temps, tu seras pas fatigué.
Mais dès qu'il y a tu vois, toujours à te balancer, à te machiner, c'est fatigant la prise. Mais c'est comme ça. Fais avec. Hein. Bon, on verra bien ce que nous réserve l'avenir. Tranquille. On va pas se prendre la tête non plus. Ça sera. On verra bien. On continue pour l'instant, puis après on verra. Mais toi, tu crois quand même? Ah, bien sûr, oui. Mais il faut y croire. Il faut y croire. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein. Il ne faudrait pas que le pêcheur devienne une espèce en voie d'extinction et que le combat cesse faute de combattants. Une mort annoncée de la pêche artisanale et avec elle, la disparition des ports de pêche, de ces bateaux, de ces marins qui sont l'âme du littoral, sa poésie, sa dimension métaphysique, qui faisait dire à Platon « Il y a 3 sortes d'hommes sur Terre, les vivants, les morts et ceux qui vivent sur l'eau ».